ce qui concerne le problème de l'Atlantide, je pense qu'il y a un certain nombre de points qui n'ont pas été généralement pris en compte. Nous pensons à l'Atlantide en tant qu'île probablement quelque part dans l'Atlantique et probablement à peu près à l'emplacement des actuelles îles des Açores. Mais en fait, j'ai appris qu'il s'agissait d'une histoire de colonisation. Si vous achetez une carte du monde tel qu'il est aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il s'agit de la répartition de la colonisation moderne. Mais pour avoir une carte de l'Atlantide, telle qu'elle était au temps de sa gloire, il faudrait avoir une carte de la planète entière, car il s'agissait d'une expansion. Les continents se déplaçaient et disparaissaient, des îles sont apparues et ont disparu, de grands mouvements de terrain se sont produits, et la répartition des terres dans l'Atlantique a été bien plus importante et plus complexe que dans les autres régions du monde. La répartition des terres dans l'Atlantique était bien plus importante et avait une bien plus grande portée que le simple fait d'avoir une île quelque part dans l'océan Atlantique ou que le simple fait qu'une île se trouve quelque part dans l'océan. Nous devons donc considérer l'Atlantide par rapport à un schéma complet de la planète. Comme l'indique clairement Platon, l'île de Poséidonis, que nous considérons aujourd'hui comme l'Atlantide, était le dernier fragment d'un grand empire. Elle était la dernière partie survivante et est censée avoir disparu sous l'océan environ il y a 12 000 ans, avant la tragique guerre de Troie, soit il y a environ 15 000 ans. En ce qui concerne le problème de l'Atlantide, je pense que la prochaine chose à étudier est le nom. Platon désigne le mystérieux empire sous le nom d'Atlantide. Il a probablement reçu ce nom ou l'a obtenu de Solon. Ce dernier l'avait reçu des prêtres du temple égyptien de Saïch. Or, le mot Atlantide, dont sa racine n'est ni égyptienne ni grecque d'ailleurs, personne ne semble être en mesure de retracer l'origine du nom. Il apparaît dans deux phases très importantes de la mythologie antique, l'Atlantide et l'Atlas. La racine est Otl. Si nous cherchons la langue dans laquelle ce mot ou cette racine figure ou a été utilisé, nous constatons qu'il doit provenir de l'hémisphère occidental. En effet, Otl était l'un des noms des mois des Mayas. Son nom n'était pas le seul à être significatif. Son glyphe ou son symbole était celui d'un déluge. Cela semble nous donner la base réelle de notre mot, à savoir que nous avons affaire à un terme qui représente une expérience mondiale que divers pays ont expérimentée, que les circonstances étaient connues sur toute la planète, et que le nom qui a survécu jusqu'à notre discussion ici est probablement basé sur les archives de l'hémisphère occidental. Si nous prenons le terme en général, vous pouvez bien vous représenter cette région mystérieuse en regardant le Codex Troano qui se trouve au musée de Madrid, qui est l'un des documents les plus anciens des Mayas. Ce déluge particulier est marqué par les glyphes du peuple. L'histoire est racontée en images. Et parmi ces images, l'une d'entre elles représente le dragon du ciel ou le serpent du ciel en train de verser de l'eau par sa bouche. En dessous, le dieu de la mort danse sur la terre. C'était il y a longtemps, bien avant l'arrivée des Espagnols. Mais les archives vont même beaucoup plus loin. Selon les Chinois, l'existence précédente, avant notre arrivée sur cette terre, a été détruite. Le monde précédent a été détruit par l'eau, un énorme déluge. Et dans le Yiking, les 8 trigrammes de base correspondent à Noé et sa femme, à leurs 3 fils et à leurs 3 femmes. Et ce sont les 8 qui ont été sauvés, et c'est exactement ce que nous disent les Chinois. L'histoire circule donc ici et là, un peu partout. C'est une histoire très intéressante, mais que signifie-t-elle vraiment ? S'agit-il d'une simple curiosité archéologique ou a-t-elle une valeur dynamique pour nous aujourd'hui ? J'aimerais penser à l'Atlantide comme l'a fait Lord Bacon dans son livre « La Nouvelle Atlantide », dans lequel il dit en termes très simples « La Nouvelle Atlantide, c'est-à-dire l'Amérique ». Bacon était tout à fait convaincu que sur l'hémisphère occidental, un grand empire arriverait,
un grand empire qui surpasserait la gloire de l'histoire atlante, et que ce nouveau monde ne serait pas détruit, qu'il ne se retournerait pas contre les dieux, qu'il n'abuserait pas des énergies de la nature, et c'est ainsi que nous serions devenus un nouveau monde, une restauration de l'âge d'or. Lorsque l'on étudie le problème atlante avec un peu plus d'attention, on se rend compte qu'il a fait l'objet d'un certain nombre de spéculations. Un certain nombre d'archéologues et d'ethnologues de qualité y ont consacré du temps. Et l'attitude générale n'est plus rejetée comme une fable. Il s'agit plutôt d'essayer de découvrir quelle pourrait être la signification réelle. Supposons que Solon ait raison. Solon fut un vieil homme incapable de faire ce qu'il avait l'intention de faire. Il s'agissait de rédiger le récit d'une Atlantide perdue telle qu'il l'a trouvée ou telle qu'elle lui a été transmise dans les grottes situées dans le temple de Saïch en Égypte. C'est là, sur des colonnes formées d'oricalque, ce métal inaltérable, qu'a été consignée l'histoire du monde perdu. Ces deux types de tablettes sont parfois appelées les tables d'Enoch. Cette histoire est entourée d'un grand nombre de textes mythiques. Quoi qu'il en soit, Solon était très âgé et incapable de poursuivre le travail. Il transmit la légende à l'un de ses compagnons. Il a transmis la légende à l'un de ses descendants qui était un élève de Platon. Et cet élève l'a raconté à son tour à Platon, qui s'est emparé de l'histoire pour en faire un grand récit symbolique de la descendance de l'homme. Platon ne nie pas que l'histoire soit littéralement vraie, mais il met en évidence tant de détails subtils et inhabituels que nous sommes obligés de constater qu'il l'a embellie pour présenter toute l'histoire de la planète Terre et de son développement. Selon Platon, à une époque lointaine, les dieux du haut Olympe distribuèrent le monde à leurs différentes sous-divinités et à Poséidon furent données les terres de la mer, les grands océans, les îles et les archipels. Poséidon créa son royaume dans l'océan et il créa une ville merveilleuse appelée la ville de la Porte d'Or. Et dans cette ville, il y avait un temple qui lui était dédié. Et dans ce temple se trouvaient les tablettes contenant les lois de la vie, les lois qui doivent être respectées si l'homme veut survivre et jouir des faveurs des dieux. L'Empire Atlantide se composait de 7 îles. Ces 7 îles figurent également dans l'histoire mexicaine. Ces îles se sont unies pour former la Ligue, et cette Ligue, à son tour, a créé une sorte d'empire. Au cours des siècles, les princes des îles Atlantes sont devenus très orgueilleux et ont décidé de conquérir le monde. Afin d'atteindre ce but, ils décidèrent d'envoyer des expéditions de conquête sur toutes les autres terres de la géographie atlante de l'époque. Cette répartition, à l'époque, correspondait à peu près à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire à des pays à des degrés de développement différents. Ce n'était pas un monde inhabité. Les Atlantes n'étaient pas le seul peuple, mais ces autres peuples étaient comparativement plus primitifs. Ils étaient comme les indigènes d'Afrique ou les indigènes d'une région polynésienne, ou peut-être les indigènes de quelques îles lointaines du Pacifique Sud. C'étaient des peuples primitifs. Mais ils existaient. Les marchands atlantes allaient les voir, faisaient du commerce avec eux et échangeaient avec eux. Platon affirme avec certitude que l'Atlantide disposait d'un grand marché, que les Atlantes voyageaient dans toutes les parties du monde, qu'ils visitaient même l'Europe et jusqu'au sud de l'Amérique du Sud. Mais peu à peu, cet empire devint de plus en plus orgueilleux. Peu à peu, la gloire, la richesse et le pouvoir sont devenus les principaux objectifs de leur vie. Et il y avait une autre dimension en jeu. Ces peuples possédaient des perceptions extrasensorielles qui n'avaient pas encore été fermées par le processus d'incarnation. Elles étaient comme les perceptions extrasensorielles des petits-enfants dont les facultés sont partiellement actives et qui sont maintenant en sommeil dans nos groupes raciaux. Ces magiciens, ces sorciers, ces puissants qui possédaient le vril étant la seule force motrice inépuisable, quelque chose que nous pourrions utiliser aujourd'hui pour porter n'importe quoi, transporter n'importe quoi, activer n'importe quoi que l'être humain puisse concevoir. C'est ainsi que, dans leur orgueil, ces princes ont décidé, vers la fin de leur époque, d'envahir ce qu'est aujourd'hui l'Europe.
Ils ont décidé d'envahir les régions de la Méditerranée, de l'Afrique, du Nord et du Proche-Orient, et ils ont envoyé de grandes flottes à la conquête de ces régions. Entre-temps, les divinités, en particulier Poséidon, se rendant compte de ce qui se passait, ont lancé des avertissements et envoyé des prophètes pour dire à ces gens qu'ils étaient en train de se détruire eux-mêmes, mais ils étaient orgueilleux et ils ne se souciaient pas des conséquences ou n'y prêtaient pas attention. Finalement, ils se sont rebellés contre les dieux, et les dieux réagirent en conséquence. En une seule nuit, le grand centre de la culture atlante, l'île de Poséidonis, le dernier fragment d'un ancien ordre de vie, disparut sous l'océan. Et selon les Mayas, elle a emporté avec elle dans la mort 60 millions d'êtres humains. Ce fut la fin d'un grand cycle d'abus et de dérives, au cours duquel les forces et les principes qui devaient être le bien commun de toute l'humanité ont été pervertis et d'une certaine façon se sont retournés contre la volonté du ciel. La conséquence fut leur destruction. À présent, cela nous amène à un autre petit intermède auquel je pense que nous devrions réfléchir. Platon et plusieurs autres historiens du genre de l'époque nous disent que divers marchands, voyageurs, explorateurs de l'Atlantide ont visité d'autres terres. Et parmi ceux qui ont visité ces autres terres, il y avait des prêtres de l'Atlantide, ceux qui adoraient le serpent d'or. Le culte du serpent était l'une des plus anciennes religions du monde. Ces différents missionnaires, dirons-nous, sont allés vers les peuples primitifs, comme nous envoyons des missionnaires aujourd'hui vers des groupes défavorisés ou en évolution progressive. Et ces missionnaires ont mis en place diverses institutions dans les parties éloignées de l'Empire. Le fait est qu'elles n'ont pas été effectivement anéanties par la destruction de la terre centrale des Atlantes. Il semble que cela soit hypothétique, mais il me semble que cela explique une série de légendes et de mythes qui sont intéressants. On nous dit par exemple que les habitants de la Chaldée et de la Babylonie étaient très primitifs. Ils n'avaient pas encore découvert l'usage du feu, ils ne savaient pas comment cuire les aliments, ils ne savaient pas comment tenir des registres et ils n'avaient aucune connaissance médicale. Ils n'avaient pas de loi pour vivre et pas de gouvernement, si ce n'est des communautés tribales. Pendant tout ce temps, alors qu'ils vivaient sur les rives de la mer, il se produisit un jour quelque chose d'étrange. Un être sortit de la mer. Cet être, qu'ils appellent Oannès, il avait le torse d'un poisson et la tête et les jambes d'un être humain. Il portait sur sa tête la tête d'un poisson. Si vous voyez les vieilles photos, vous vous rendrez compte que son chapeau était ce qu'on appelle aujourd'hui une mitre, qui a pratiquement la forme d'une tête de poisson. Et cet homme qui sortait de la mer avait des écailles. Les écailles pouvaient très bien représenter une armure. Il portait des symboles avec lui. C'était un homme bon et il est venu vers ces gens et il les a instruits. Il leur a donné une langue écrite, il leur a enseigné l'agriculture, il leur a enseigné l'astronomie et le mystère des étoiles. Il les a aidés à construire un gouvernement permanent, les a initiés au mystère de l'architecture et à la construction des villes. Il leur a enseigné aussi les mystères du ciel et les voies des dieux et leur a appris à vivre dans l'obéissance. Il leur dit qu'il reviendrait en temps voulu. Puis, il retourna à la mer en promettant de revenir un jour prochain. Il s'avança dans la mer et disparut. Il me semble qu'il s'agit là d'une histoire romancée d'un voyageur atlante et peut-être d'un missionnaire qui est venu à ces gens, tout comme les Chaldéens, qui sont venus le long de la côte de la Grande-Bretagne et de la France et qui ont transmis les prémices de la culture des druides. Ce voyageur venu de la mer et vêtu d'une armure est probablement arrivé sur un navire qui a dépassé l'horizon, ce qui a été considéré comme la preuve qu'il était venu de la mer. Le plus important, à mon avis, dans cette légende, c'est qu'il a promis de revenir. Ils ont donc attendu, ils ont respecté ses lois et ses règles pendant des années, mais il n'est jamais revenu. À présent, de l'autre côté du monde, quelque chose d'autre se passait. Les habitants de l'Amérique centrale vivaient dans un état très primitif. Certains d'entre eux étaient cannibales. Ils n'avaient d'autre habitation que des huttes rudimentaires et ils n'avaient pas d'autre instrument que des lames taillées dans la pierre. Ils ne savaient pas comment cuisiner leur nourriture,
Ils n'avaient pas de langue écrite, ni de moyens d'enregistrer leur histoire, ni aucune connaissance de ces choses. Alors qu'ils vivaient dans cette condition primitive, une chose étrange se produisit. Un vieil homme vint à eux, chevauchant le dos d'un serpent. Il est arrivé sur le rivage. Il fut accueilli par ces peuples. Son nom est conservé dans les 3 grandes langues de la culture centrale d'une époque et d'un lieu. Pour les Aztèques, il était Kukulkan. Pour ceux qui vivaient autour de Palenque, il était Pacalvotan. Et pour les Mayas, il était Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Et cet homme vint de la mer avec un bonnet, avec un panache merveilleux, presque comme des ailes qui sortaient de sa poitrine. Il vint vers eux et ils le reçurent avec respect et estime. Il leur enseigna tout ce qu'Oannès avait enseigné aux Chaldéens. Il les aida à établir un mode de vie durable. Il leur donna les prémices d'une langue écrite, la seule langue écrite de l'hémisphère occidental. Il leur a donné un bon système de gouvernement. Et puis il a dit « Maintenant, je m'en vais. Suivez les règles que je vous ai données, et en temps voulu, je reviendrai, et je proclamerai notre empire. Mais en attendant, obéissez aux principes que je vous ai enseignés. » Et ces principes étaient d'une très grande qualité morale et éthique. Puis cet être se rendit sur les rives de la mer, et comme il se tenait là, il dit aux gens qui s'étaient rassemblés qu'une très mauvaise puissance allait s'abattre sur eux. Tezcatlipoca, le dieu de la guerre, allait venir du sud pour détruire leur empire. Ils devaient rester fidèles cependant, et alors ils reviendraient. Il y a ensuite 2 récits sur ce qui lui est arrivé. L'un est qu'il appela la mer et que le radeau en serpent revint. Le radeau en serpent pouvait très bien être un navire avec des têtes d'animaux qui étaient gravées, écrites, peintes ou sculptées sur la proue du navire. L'autre explication est qu'il a été transfiguré et s'est élevé pour devenir immortel et ensuite déifié dans la planète Vénus. Il a dit « Je reviendrai », mais il n'est jamais revenu. Et quand les Espagnols sont arrivés bien des siècles plus tard et que leurs navires ont jeté l'ancre, l'empereur aztèque Moctezuma prit les plumes des couronnes, prit tous les symboles de la royauté et les envoya via un ambassadeur à Cortés en disant qu'il était Quetzalcoatl revenu et que par conséquent, il allait rendre le royaume dont son peuple avait gardé la confiance depuis des lustres. Ces histoires sont intéressantes. La même histoire existe en Chine. En Chine, la réforme du monde, la restauration de l'humanité est le résultat d'un être mystérieux qui est sorti de la bouche d'un poisson et qui, surgissant de la mer, leur a enseigné les secrets de la vie. En Inde, Vishnu, dans sa première incarnation, est né de la bouche d'un poisson. Partout, la mer a été la source d'enseignement. Quelque chose est venu de la mer. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur ce que c'est, mais il est intéressant de savoir que cette période est lointaine, certainement il y a 8 ou 10 000 ans, si ce n'est plus. Les doctrines, les concepts et les croyances atteignent toutes les parties du monde et sont encore inscrites et préservées dans toutes les mythologies, les légendes et les allégories des peuples anciens et sont reconnus comme la source ultime de la civilisation. Certains d'entre eux étant des missionnaires, des voyageurs, des philanthropes de l'Empire Atlante. Ils souhaitaient revenir, ils ont dit qu'ils le feraient, que d'autres suivraient, et c'est alors qu'est arrivé le déluge. Le centre de la grande culture a été détruit. Personne ne pouvait revenir. Peu à peu, ces peuples, dans différentes régions, ont modifié leurs croyances, et le mélange des races a entraîné des complications dans les histoires concernant la descendance de la connaissance. Ici, dans le sud-ouest des États-Unis, ils ont la légende selon laquelle, à l'origine, l'humanité vivait sous la terre et le déluge est venu sous la terre et ce déluge a menacé la vie de tout ce qui vivait. L'humanité a donc rampé et grimpé jusqu'à ce monde supérieur extérieur sur des tiges de maïs et elle a commencé à peupler la terre. Et le lieu où ils sont sortis de la terre est toujours sacré pour les Navajos et les Hopis.
Il y a des années, j'ai eu le privilège de faire venir temporairement en Californie, en tant qu'invité, l'un des derniers peintres de Great Sand, Austin Kleah. Il y a quelques semaines, lorsque j'étais à Sedona, en Arizona, j'ai mentionné Austin Kleah et tout le monde savait qui il était. L'un des plus grands hommes de son temps, un Indien et une personne remarquable. À l'époque où il était là, nous venions de publier notre grand livre. Je voulais qu'il le voie. Il ne parlait pas anglais, il n'avait aucune idée du contenu du livre. Je me suis donc tournée vers les tablettes d'Hermès, figurant dans le livre. Vous les trouverez si vous l'avez. C'est du chaldéen. Et le vieil homme indien était juste là, et il ne savait pas ce qu'était le chaldéen. Il n'en avait jamais entendu parler même. Mais l'interprète a traduit les paroles de Austin Kleah, disant « Il y a très longtemps, mon peuple pouvait lire cette langue amérindienne. » De temps en temps, il se passe des choses comme celle-ci sans que l'on sache pourquoi. Mais tout cela vient s'ajouter à un tas de choses très interpellantes et très intéressantes. Je pense qu'en suivant toutes les traditions qui existent, nous pourrions résumer l'aspect le plus important de la culture atlante comme une culture très élevée, avec des connaissances scientifiques, de bonnes techniques de cartographie, de nombreux types d'industries, des arts et des sciences. Et l'on dit qu'ils ont été les premiers à domestiquer le cheval, à avoir des hôpitaux et des cliniques et divers types de locomotion. Et selon les vieilles histoires, les Atlantes détenaient le secret de voler dans les airs. Nous pouvons douter de toutes ces choses que nous ne connaissons pas avec certitude, mais nous savons qu'il y a eu sur cette planète, il y a au moins 15 000 ans, l'Atlantide, cette union et ces empires qui ont probablement duré plus de 200 000 ans, avec la destruction finale, selon les écritures hindoues, d'une très grande et brillante civilisation. L'une des écritures hindoues dit, en se référant à la Terre, « La Grande Mer a porté de nombreuses civilisations sur son dos, et peut-être que l'Atlantide était l'une d'entre elles. Peut-être que la Lémurie en était une autre, peut-être que l'Hyperborée en était une autre. Quoi qu'il en soit, il y a très longtemps, il existait des hommes de vie et de culture très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui, qui se sont détruites elles-mêmes par le mauvais usage des pouvoirs et des lois spirituelles de la vie.